Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Delphine Lava-Bremias, chargée de mission santé au CODES 34, Comité départemental d'éducation pour la santé, qui est l'opérateur du DRAPS pour le département de l'Hérault. Quelques points organisationnels avant de démarrer. Donc, vous êtes invité à couper votre micro ainsi que votre caméra et à nommer ou renommer votre profil, idéalement avec vos noms, prénoms, fonctions et ou structures. Donc, pour ça, dans la liste des participants, si vous cliquez à côté de votre nom, vous avez la possibilité de vous renommer. Donc, les différents intervenants vont prendre la parole dans un premier temps. Vous pouvez poser des questions par écrit pendant leur présentation, qui seront traitées à la fin de leur présentation, donc en utilisant l'onglet chat ou converser selon les versions de Zoom que vous avez, en précisant votre nom, prénom, structure, éventuellement public accompagné si ce n'est pas précisé dans votre intitulé. Et du coup, les questions seront traitées dans la seconde partie de l'événement, dédiée aux questions-réponses. Étant donné qu'on n'est pas trop nombreux aujourd'hui, on aura éventuellement la possibilité de poser des questions en direct, sans passer par le chat, mais en vous exprimant via la caméra, tout en sachant que l'événement d'aujourd'hui est enregistré car il sera mis en ligne sur le site du DRAPS. Donc, si vous souhaitez poser vos questions oralement et que vous activez votre caméra, sachez que donc, de fait, vous consentez à la diffusion de votre image sur le site internet du DRAPS. Le support ainsi que les références citées vous sera envoyé par email en suivant, ainsi qu'une petite évaluation de l'événement. Et donc, comme je viens de dire, l'événement est enregistré et l'enregistrement sera disponible dans les prochaines semaines sur le site internet du DRAPS Occitanie. Deux mots sur... Donc, la matinale d'aujourd'hui est consacrée au programme Tapage pour travail alternatif payé à la journée. Les intervenants du jour sont M. Jean-Hugues Morales, qui est délégué national du programme Tapage France, et les intervenants de Montpellier qui mettent en place le programme Tapage à Montpellier, porté par le CARU de réduire les risques. Nous avons donc Monique Douguet, qui est directrice, Maya Netto, animatrice sociale, et Nicolas Devourdy, qui est éducateur spécialisé. Deux mots sur les associations qui portent le DRAPS. Alors, l'IREPS Occitanie, donc l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé, est porteuse du DRAPS, coordonne le DRAPS à l'échelle régionale et, comme j'ai dit, le CODES 34 est l'opérateur du DRAPS pour le département de l'Hérault. L'IREPS comme le CODES sont deux associations, loi 1901, qui partagent le même champ d'action qui est l'éducation et la promotion de la santé, avec diverses missions, un appui méthodologique aux porteurs de projets, une contribution aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, l'animation de formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, un appui documentaire aux professionnels et au public, et enfin des interventions directes auprès des publics en éducation pour la santé. Donc, la plupart de ces missions se retrouvent justement dans le DRAPS, le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé Occitanie. Donc, c'est un dispositif régional de transfert de connaissances qui se veut partenarial, qui diffuse des outils et des formations pour favoriser la montée en compétences de ces acteurs, qui facilite la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs, notamment à travers des événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui, la matinale, et qui fonde sa programmation sur les besoins des acteurs à travers une enquête qui est proposée régionalement et aussi à travers les comités départementaux du DRAPS qui se réunissent 1 à 2 fois par an et par lesquels les acteurs de terrain peuvent faire remonter des besoins du territoire. À propos de ce comité départemental, donc c'est justement le comité départemental du DRAPS de l'Hérault qui a choisi en fin d'année 2020 de mettre à l'honneur le programme Tapage cette année pour le territoire. Donc, ce comité départemental, il réunit différents opérateurs du champ de l'éducation et la promotion de la santé. Il n'est pas du tout fermé, au contraire, il est ouvert et tout le monde est invité à y participer. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me contacter par message à la suite de cet événement. Les matinales de la recherche, donc l'événement d'aujourd'hui, son objectif, c'est de valoriser les projets issus d'une recherche interventionnelle en mobilisant des données probantes, favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et en promotion de la santé, soutenir le développement de projets de recherche innovants, évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Donc, la matinale du jour présente le programme Tapage France. En 2 mots, c'est un programme d'origine québécoise qui a été lancé en France en 2014 par la Fédération Addiction avec le soutien de la MIDECA. Aujourd'hui, il y a 27 associations qui portent ce programme en France, donc 5 qui sont situées en Occitanie, à Auch, Montauban, Montpellier, Nîmes et Toulouse. Vous avez le lien vers le site juste en bas.
Tapage en bref, c'est un dispositif d'insertion par le travail qui concerne des jeunes en errance, donc de 16 à 25 ans. Le principe de base, c'est une rémunération en fin de journée pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d'expérience professionnelle particulière et qui n'engage pas sur la durée. L'intérêt de ce programme, en 2 mots, c'est que ça apporte une réponse adaptée aux jeunes en errance, que leurs problématiques sociales, éducatives et sanitaires tiennent éloignées des dispositifs de droit commun. Donc, ça peut représenter une porte d'entrée vers le soin, ça permet de développer l'estime de soi, un savoir-faire, un savoir-être professionnel et un accompagnement vers l'autonomie. Tout ça, c'est pour tapage dans les grandes lignes, mais bien évidemment, l'objectif de cette matinale, c'est de détailler comment ça s'est mis en place historiquement en France et comment ça s'est mis en place à Montpellier et comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, je laisse la parole sans plus attendre à Monsieur Jean-Hugues Morales, donc délégué national pour Tapage France. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Mon Dieu, que dire après un pitch si bien fait et c'est exhaustif. Avant tout, merci pour l'invitation. Merci à Monique et l'ensemble de l'équipe de Réduire les risques d'avoir partagé cette réflexion avec nous et avoir fait le choix de faire une présentation conjointe pour pouvoir vous présenter le programme Tapage pour travail alternatif payé à la journée. Proposer de partager mon écran et de tout de suite préciser certains éléments qui ont été déjà largement présentés à l'instant. Et puis, puisque comme vous le disiez, nous avons la chance d'être sur un enregistrement qui va nous permettre des échanges directs, on va essayer, Monique, Maya, et Nicolas et moi-même, de pouvoir vous laisser des espaces pour qu'on puisse être au plus près de vos réflexions et de vos questionnements après une présentation la plus exhaustive possible. Donc, travail alternatif payé la journée, effectivement, un programme québécois que j'ai repéré en 2007 sur Montréal et qui est mis en place depuis 2002. Donc, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que le travail alternatif payé à la journée existe, est éprouvé, avec maintenant 4 évaluations, 2 évaluations en France et 2 évaluations en Amérique du Nord, des évaluations externes, et une évaluation transnationale entre Tapage Québec et Tapage France qui a eu lieu et dont les résultats viennent d'être remis par un abstract d'une dizaine de pages, consultable par tout le monde, que la MIDECA vient de diffuser il y a quelques jours de cela. Donc, ça peut être intéressant, on pourra revenir dessus, bien évidemment, avec vos échanges. Mais pour être plus précis, de quoi parle-t-on quand on parle de tapage? Alors, avant tout, il faut être très clair sur le fait que nous ne sommes pas des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Les acteurs qui vont s'adresser à vous ce matin travaillent dans le champ des addictions. Ce sont des centres de soins, des XAPA ou des CARUD. Monique reviendra plus précisément là-dessus avec la présentation de Réduire les risques. Mais pour nous, Tapage, c'est un outil de réduction des risques. C'est un outil de réduction des risques qui utilise le levier du travail pour pouvoir permettre des portes d'entrée vers le soin, des portes d'entrée vers un accompagnement global de publics qui sont trop désocialisés, trop en difficulté sur beaucoup trop de champs de leur vie pour pouvoir accéder à ce qui était jusqu'ici les plus bas seuils d'exigence dans le monde de l'IAE, que ce soit les chantiers éducatifs ou les ateliers chantiers d'insertion ou autres. Donc, ça s'inscrit en complémentarité pour des publics beaucoup plus trop en marge, ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics nomment les invisibles ou les mythes, qui ont de par leur chemin de traverse aussi des problématiques de consommation. Voilà. En gros, l'idée est très simple et très pragmatique. On est bâti en France sur une logique d'accompagnement par l'assistanat. Je vous parle de ça sur la logique du concept 2007. Hein. Et des jeunes jusqu'à 25 ans qui n'étaient pas soit en parcours professionnel et donc tenus par des capacités d'aide dans leur parcours professionnel ou qui n'étaient pas dans un accompagnement par une structure familiale stable, se retrouver dans des très grosses difficultés avec à peu près un no man's land d'aide cohérente et accompagnée, on va dire après 21 ans, puisqu'il y a les aides jusqu'à 21 ans. Après 21 ans, et puis ce Saint Graal de 25 ans du RSA. Donc, c'est extrêmement compliqué pour des jeunes et très vite, la bascule vers la rue existait avec l'économie de la débrouille. Et donc, pour nous, la logique initiale était de dire de ne pas arrêter avec cette logique de projet, quel est ton projet de vie et autres, et d'être dans une réponse d'accompagnement immédiat du jeune par rapport à des demandes très pragmatiques.
Et pour cela, le travail alternatif à la manche payé à la journée nous a permis tout d'un coup de mettre en place une réponse immédiate pour des jeunes qui ne les changeaient pas dans leur représentation du monde, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un univers qui était le leur, et qui nous permettait de pouvoir, de manière très concrète, leur dire « tu viens nous demander une aide d'urgence parce que tu es fatigué par rapport à ton cadre de vie et que la manche ne te suffise pas, viens, mobilise ta force de travail, demain matin tu travailles avec nous, demain après-midi tu es rémunéré immédiatement, et en fin de journée, tu as quelque chose qui est un équivalent manche pour toi. » Et donc, on n'est pas sur une logique de projet, on est sur une logique de mise en action immédiate de nos publics. C'est des choses que vous pouvez maintenant identifier sur le Housing First, chez soi d'abord, dans sa version française, ou sur Tapage. C'est encore assez minoritaire en France, mais la logique est bien celle-là. La logique est de décentrer par rapport à la logique de projet qui est dans le cœur de l'intervention sociale et médico-sociale, et essayer d'être sur une mise en action immédiate des publics, sur des logiques d'empowerment ou de développement de pouvoir d'agir. Et c'est bien ça qui fonde l'enracinement du programme Tapage. C'est les techniques psychosociales d'engagement qui vont vous permettre de mettre en action les jeunes directement, et deux, les techniques de DPA qui vont permettre d'accompagner et de remettre le jeune au centre de son parcours et de reprendre le contrôle par rapport à son parcours de vie et d'accepter de se projeter dans certaines bifurcations qu'il souhaiterait avoir par rapport à son parcours de vie. C'est le cœur du projet, c'est le cœur de la machine. Derrière ça, ça se déroule de manière très pragmatique. Nicolas et Maya reviendront de manière beaucoup plus concrète avec l'expérience montpelliéraine sur 3 phases dans l'idéal type. Je ne suis pas tout à fait certain que Montpellier sont encore arrivés en phase 3, ils sont en plein développement et structuration du programme aujourd'hui. Le plus important pour nous, c'est d'être sur cette phase 1 de prise de contact, c'est-à-dire qu'on va au plus près des jeunes, soit par un maillage partenarial avec les missions locales, des clubs de prévention et tous les acteurs des territoires qui travaillent en complémentarité avec nous pour mettre en place le programme Tapage, soit directement avec du travail de rue, soit en accueil sur nos centres de soins. On a des possibilités de dire aux jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, viens, tu ne t'engages pas dans la durée, tu viens aujourd'hui, tu travailles un chantier de 4 heures, une fois par semaine, et tu seras rémunéré directement 10 € de l'heure. 10 € de l'heure, pourquoi ? Parce que les études sociaux et psychosociaux des 10 dernières années démontrent régulièrement qu'un acte de manche, c'est 40 €. Donc, quand ils font 10 € de l'heure pendant 4 heures, ils ont 40 € et dans leur réalité quotidienne, ils se projettent sur une alternative à la manche, une possibilité de souffler et de ne pas être sur des démarches de manche sur ce temps où ils ont une réponse alternative possible pour leur quotidien. Derrière ça, il y a une rencontre avec le centre de soins qui se fait au long cours, je dirais comme ça, avec l'apprivoisement de l'un par l'autre, on ne va pas se mentir, les choses sont pas beaucoup plus compliquées que ça. C'est complexe dans la réalité, dans le quotidien, mais pas compliqué de manière factuelle. C'est véritablement prendre le temps de la rencontre et de l'apprivoisement de l'un par l'autre pour petit à petit, au gré de la volonté de changement de situation du jeune, lui proposer tout d'un coup, sur son expression de vouloir s'impliquer plus, de rentrer dans la phase 2 de Tapage, qui pour le coup est une véritable prise en charge, avec là à la fois un accompagnement plus conséquent en termes de volume d'heures et de jours de chantier disponibles, mais aussi une logique pour le coup de projet et de contractualisation sur lequel le jeune s'engage à mettre à plat sa situation médico-psychosociale à l'aune de l'unique de chaque situation, on va dire, bien évidemment, mais mettre à plat l'ensemble de ces situations, voir la situation de justice ou hébergement, pour pouvoir au mieux et au plus vite avancer dans ses propres choix et dans sa volonté par rapport à son parcours. Voilà. Et la phase 3, il y a une véritable individuation de l'accompagnement, où là, les expertises des acteurs de l'insertion par l'activité économique qui sont en complémentarité avec nous vont pouvoir s'exprimer et prendre en charge les jeunes qui souhaitent rentrer sur un parcours professionnel. Et nous, on va se concentrer sur notre accompagnement médico-social qui est notre cœur de métier. C'est ça le fondement des phases qui sont, si vous l'entendez dès maintenant, des marchepieds pour nous vers les dispositifs classiques d'insertion ou vers un déploiement vers le dispositif de droit commun. Tapage est pensé vraiment comme un premier maillage, une porte d'entrée vers cet ensemble de dispositifs pour pouvoir mobiliser ces jeunes-là à reprendre le contrôle, encore une fois, de leur parcours de vie. Par rapport à ça, un ensemble de statistiques depuis des années relativement stables. On pourra revenir sur les dernières statistiques
suite au rapport d'activité et l'Assemblée générale qui a eu lieu il y a une petite semaine de ça. Mais en gros, les statistiques restent stables. On a toujours 45% de sorties positives emploi sur l'ensemble, sur la moyenne de l'ensemble des sites. On est à 43, je pense, cette année. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, puisque, comme je vous le disais, on n'est pas un acteur de l'insertion par l'activité économique, donc on ne travaille pas de manière unique la question de l'employabilité. C'est une des sorties positives pour nous parmi d'autres, quelquefois de manière provocante, justement provocante à mon sens. On dit que le programme Tapage, la sortie positive emploi, c'est un bénéfice collatéral, voire même un dommage collatéral, c'est-à-dire par là que ce n'est pas pour nous le cœur du sujet, le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est vraiment que le jeune reprenne le contrôle, et il reprenne le contrôle par rapport à ce qui est le plus en délicatesse pour lui. Ça peut être une mobilisation sur l'emploi, mais ça peut être aussi effectivement, et très souvent dans les chemins de traverse, des difficultés par rapport à des parcours de justice ou des choses non résolues avec la justice. On sait très bien que ces jeunes sautent de ville en ville et se retrouvent avec des dossiers qui traînent avec la justice, et que quand l'insertion, leur désir de se remobiliser, de se réinsérer de manière différente par rapport à leur parcours de vie, rentre dans une logique de projet, très souvent la justice les rappelle à l'ordre, et c'est extrêmement compliqué pour eux de vivre ces séquences-là. Donc mettre à plat la situation de justice, c'est quelque chose d'extrêmement important, et donc on se rend compte là que les statistiques en termes de sortie positive par rapport à la justice sont extrêmement intéressantes aussi. Avant l'entrée dans Tapage, toutes les statistiques grisées, en gros, à peine plus d'une personne sur 10, un tapageur sur 10 prend en charge cette situation-là, quelles que soient les questions de justice, de santé ou d'hébergement. En phase 2 de tapage, ce sont les statistiques colorées que vous avez. On voit qu'on a des plus-values qui montent à 25%, 35%, voire 50% pour l'hébergement. Et donc, c'est bien cette logique systémique d'accompagnement global qui est important dans le cœur de tapage, c'est-à-dire de mettre à plat l'ensemble de la situation et de permettre des sorties positives avec la question de l'insertion par l'activité économique, mais aussi sur les questions de justice, sur les questions de notre cœur d'activité avec la santé, et enfin sur les questions d'hébergement. Dans la modélisation du programme Tapage, on est effectivement sur un programme qui a été modélisé sur notre carrure de CUD Addiction à Bordeaux en 2012 et qui a été repéré par la MIDECA en 2014. Et avec l'accompagnement de la Fédération Addiction depuis 2014, il y a eu des expériences dans 10 villes pilotes. Suite à différents temps politiques, nous avons eu la chance d'être repérés, puis d'être intégrés à la DIPLP, donc la stratégie de lutte contre la pauvreté. La surprise est venue de la présentation même de la stratégie pauvreté par le président de la République, puisqu'il a choisi dans son discours d'ouverture d'intégrer le programme Tapage et de demander nommément une couverture nationale du programme, chose à laquelle nous ne attendions absolument pas lors de la présentation et la structuration avec eux. Pour finir, les missions du programme Tapage de Tapage France vont être sur 3 points par rapport à tout ça. Un déploiement national, comme vous le disiez, avec un territoire par an, ce qui fait qu'on est aujourd'hui sur près d'une cinquantaine de territoires. Un développement de l'ensemble de notre communauté, bien évidemment, et puis un accompagnement des porteurs, puisque Nicolas reviendra dessus, mais l'intérêt pour nous est véritablement de pouvoir avoir des chantiers les plus variés possibles. À la fois pour avoir une possibilité de bien s'ancrer sur les territoires avec des financements publics et privés. Nous avons aujourd'hui 150 municipalités, fondations et entreprises sur les 42 territoires qui portent un programme Tapage. Et les entreprises sont soit des entreprises locales, soit des grandes entreprises. Je me souviens qu'à l'époque, Tapage Montpellier travaillait avec la SNCF pendant un temps. C'est aussi le groupe Auchan, c'est Suez, c'est le groupe Vinci, c'est Veolia. Enfin voilà, tout un ensemble d'acteurs sur tous les territoires qui, de par leur implication et leur marché closé, accompagnent le programme Tapage sur les territoires. Et ça, c'est une des originalités que le gouvernement a identifiées. N'étant pas liés à eux, nous ne sommes pas sur les cœurs de financement de l'insertion par l'activité économique, et nous sommes sur l'autofinancement du programme avec des implications publiques-privées, mais qui a aussi la vertu et l'intérêt de pouvoir être directement sur des identifications et des points de crispation sur le territoire et sur les espaces publics de nos territoires.
À noter par là que ce ne sont pas des grandes conventions nationales avec tous ces acteurs-là. Nous ne recherchons pas ça, c'est pas ce qui nous intéresse directement. Mais par contre, sur un abord de gare et un tour de gare sociétal de Montpellier, ça fait sens pendant un temps pour la SNCF de Montpellier de travailler avec Monique et son équipe conjointement pour pouvoir à la fois donner du travail aux tapageurs et avoir un impact positif sur les abords de gare de Montpellier. Mais l'ensemble de l'équipe pourra y revenir plus tard. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le développement national du programme, nous sommes, la carte n'est pas à jour, toutes mes excuses, nous sommes aujourd'hui à 42 programmes avec des développements en métropole et sur les départements d'outre-mer, puisque nous sommes maintenant à La Réunion et en Guyane également. Et que l'objectif est un objectif de couverture du programme ici fin 2022 avec la crise que l'on a vécue. Et voilà, l'ensemble des institutions sont en train de réfléchir avec nous à un déploiement qui pourrait aller jusqu'à 2023. Mais l'idée est un accompagnement avec à la fois les ministères de la lutte contre la pauvreté sur l'ensemble des grandes régions. Et puis, autre chose extrêmement atypique dans la stratégie pauvreté, Tapage est le seul programme qui est co-signé par 4 ministères interministériels. On est accompagné donc par la DIPLP, la MIDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, le ministère du Travail, donc, via la DGFP, la cohésion sociale et le CIPDR, donc le secrétaire général de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cet ensemble de partenariat est extrêmement important pour nous, puisqu'il vient signer au plus haut niveau du pilotage de l'État la compréhension de cette approche globale du programme Tapage, qui est pour nous avant tout un levier de soins, mais aussi un levier qui convoque les questions d'employabilité via le ministère du Travail, les questions de prévention de la délinquance avec le CPDR et bien évidemment les questions de santé avec la cohésion sociale et la MIDECA. Je vous remercie pour votre écoute et j'aimerais peut-être vous proposer, puisqu'on a parlé d'eux pendant très longtemps, ces tapageurs dont on parle tout le temps et qui est difficile de convoquer sur ce genre de réunion où les échanges sont assez soutenus, de vous proposer une petite vidéo pour les entendre parler eux-mêmes. Alors la chose a été très simple, hein, il y avait 2 questions, toutes simples. Qu'est-ce que Tapage pour toi et qu'est-ce qui est important pour toi? Et on les a laissés librement s'exprimer sur le sujet. Je vous propose de les écouter et de voir un peu ce que eux disent programme Tapage. Moi, je suis contente de pouvoir travailler plutôt que... Enfin, je préfère travailler que faire la manche. Du coup, ça fait 3 jours de repos dans la semaine où il n'y a pas besoin de faire la manche après. Ça permet de re-rentrer dans le monde du travail sans vraiment y rentrer non plus. On prend des moments pour nous plus que pour vraiment le travail. On travaille, mais c'est un plus. C'est de travailler, avoir une paye, mais sans être non plus un esclave, quoi. Parce que je vois auparavant, j'ai bien eu un contrat de réinsertion, mais le contrat de réinsertion, c'était trop... C'est mon boulot, c'est mon travail au jour d'aujourd'hui. C'est mine de rien, on touche à beaucoup de choses. C'est assez divers. On est bien suivi, mine de rien. On est vachement bien suivi. Et Tapage, c'est pas comme un autre boulot. C'est pas comme un autre travail, c'est pas comme un autre contrat. C'est pas tu bosses de tel jour à tel jour. C'est vraiment dès qu'il y a du boulot, si tu peux être là, tant mieux. Mais si tu peux pas être là, bah, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi assez arrangeant comparé à d'autres contrats qui sont beaucoup plus stricts forcément, où il faut être là tous les jours ou à telle heure. Là, il y a des heures, bien sûr, comme tout travail. Mais si un jour on ne peut pas venir, on a juste à appeler, envoyer un message pour nous dire qu'on n'est pas là et on n'a pas de répercussions. Aussi, ils sont vachement compréhensibles et tout. Genre, je sais pas, si on a besoin d'aide
pour des papiers ou s'il y a un truc qu'on ne comprend pas, bah, ils sont là pour nous aider. C'est comme des éduques. Et du coup, bah, c'est vachement bien encadré. Et du coup, il n'y a pas à chier, c'est pas pareil. C'est pas là. Ouais, je pense, je mets tout en lien. Enfin, il n'y a pas que le fait de travailler. C'est pas que le travail. Le fait de se réentendre avec ses supérieurs permet de se resociabiliser avec le supérieur. Ouais. Les personnes qui peuvent éventuellement nous donner des ordres ou des contraintes sur le chantier ou sur le moment dit du travail. J'ai eu des tiges que j'ai effectuées avec Tapage, et ça parce qu'ils ont eu un accord judiciaire pour pouvoir accueillir des personnes dans cette situation. Le temps de trouver un truc que j'aime aussi, peut-être, et de me lancer dans quelque chose que j'aime, mais en ayant le temps, mais sans forcément faire la manche tout le temps, quoi. Du coup, ouais, évoluer, quoi, tout simplement. Avant, mon objectif, c'était d'abord trouver un travail. Après, il y a eu Tapage. Du coup, c'était de trouver un logement. Bah, là, du coup, on est en foyer, donc c'est quand même une avancée un peu. Et du coup, il y a le permis qui s'est rajouté sur les objectifs. Moi, pour l'instant, juste bâcler mes tiges, reprendre un été à partir voyager, après peut-être revenir sur Bordeaux, retrouver un appart, peut-être continuer Tapage. Bah, c'est ouais, d'évoluer un peu plus dans Tapage déjà et de peut-être trouver un appart ou quoi. On y songe en ce moment avec Sylvain. Du coup, voilà. Ouais, c'est sortir un petit peu de la situation actuelle. Le camion, et, voilà. La rue, la Manche, c'est chiant. Et voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est de garder, parce que forcément je ne suis plus à la rue, donc c'est de garder le logement que j'ai. Mes chiens, forcément. Et puis ma femme. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va lui laisser la responsabilité de la classification de ses priorités. Mais voilà, j'espère que vous avez pu entendre le positionnement et puis aussi peut-être identifier le niveau d'application dans Tapage. On était déjà dans phase 1, phase 2, phase 3, mais avec plaisir après les présentations de Tapage Montpellier par Monique Douguet et l'ensemble de son équipe pour répondre tous ensemble à vos questions par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Morales. Je passe la parole du coup à Monique Douguet pour la présentation de Tapage avec sa déclinaison sur Montpellier. Bonjour à vous tous. Alors Jean-Hugues a déjà dit beaucoup de choses. Montpellier, pour nous en fait, ça commence en 2015. Moi, je vais vous parler d'un temps long. D'un temps long en étant très courte parce que je veux surtout laisser la parole à mes collègues. Je suis plutôt quelqu'un de pragmatique et c'est eux qui sont dans le concret avec les tapageurs. 2015, j'en entends parler par la Fédération Addiction. Et en fin de compte, notre premier chantier, il va démarrer qu'en mai 2018. Il y a un temps administratif avec Tapage. Tapage est devenu Tapage France. Il a fallu attendre ce temps. Et franchement, très ravi en septembre 2016 quand Jean-Hugues me téléphone et m'annonce, ça y est, le CA de Tapage France a validé l'entrée de Montpellier, donc réduire les risques porteurs de tapage de ce super programme. Ce qui m'a plu dans ce programme, les petites lectures que j'ai pu avoir en 2015, c'était ce travail côte-côte. C'était voilà, là, tout de suite, on a enfin une réponse. Vous savez, d'écrire des projets et des projets, Jean-Hugues en a parlé tout à l'heure. Bon, au bout d'un moment, voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie et ça ne donne pas la réponse immédiate. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans Tapage, donc j'y ai cru. Alors, je me suis dit quand même, petit diagnostic d'abord, savoir est-ce que cela va fonctionner sur Montpellier. Donc, j'ai demandé à un stagiaire, moi je m'entoure beaucoup de stagiaires, en master en ingénierie et gestion territoriale, de me faire un diagnostic. Sur Montpellier, il existe 2 CARUD. Les CARUD, ce sont les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue. Il y a celui de SOS qui s'appelle Access, qui reçoit une mixité, donc surtout des hommes.
Nous, ici, réduire les risques, on a fait le choix de travailler surtout avec des femmes. Voilà. Donc, je me suis dit, on va avoir un super profil. Et ce jeune est arrivé. Quelle déception à la lecture et à la fin de ce diagnostic. Les jeunes au sein des CARUD, ben, ils n'avaient pas envie de travailler. C'est ceux qui avaient 30 ans qui avaient envie de travailler. Bon. Là, c'est vrai, autre réflexion par la suite pour nous. Mais bon, comme j'avais encore du temps, voilà, avant d'être réellement porteuse de tapage, il a fallu qu'on cherche. Après, c'est un travail avec APS 34. Les premiers contacts que je prends avec eux, c'est en 2016. Et voilà, c'est une association sur Montpellier. Ils vont auprès des jeunes, ils travaillent au sein des quartiers. Et on s'est dit, bah, c'est peut-être là qu'on va les trouver, ces jeunes. Ils ne sont peut-être pas encore dans le CARUD. Dans le CARUD, on a énormément de jeunes qui sont plutôt dans des consommations d'injections, très peu festifs pour nous, c'est surtout Access. Et bien en fait, les jeunes, on les a trouvés dans la rue en allant marauder. Il fallait aller hors mur et pas faire que nos maraudes qu'on faisait habituellement. Il fallait changer d'objectif en se disant, c'est les jeunes qu'on veut voir. Et ben, c'est comme ça qu'on a pu trouver nos futurs tapageurs. Après, il y a eu le temps politique. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les 10 villes qui étaient déjà parties, qui portaient le programme tapage. Tout le monde était allé auprès des mairies. Il m'a fallu d'abord 2 courriers au maire en 2016 avant d'être enfin reçu, mais là, super chance, reçu par une conseillère qui est autant à la métropole qu'à la municipalité. Bon, il a fallu aussi après la relancer, puis d'un seul coup, conseillère municipale, DG du CCAS, et là, tout part en fait à l'automne 2017. Une fois qu'on a pu avoir ces entrées-là, c'est bien parti. Entre-temps, sur l'année 2016-2017, j'avais pris une chargée de mission. D'abord, elle avait fait un stage chez nous en intermédiation et développement social. Elle a rédigé un super Master 2 et elle l'a fait sur tapage. Et elle a voulu regarder tout le côté pragmatique qu'il y avait dans ce programme tapage. Je dis ça parce qu'il y a eu très dernièrement quelqu'un d'autre qui a travaillé sur l'aspect économique de tapage. Mais moi, je n'oublie pas que tapage, c'est l'outil de RDR. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Un petit peu déçu d'ailleurs que l'ARS n'y mette pas assez son nez. Et je trouve qu'il va falloir un peu booster le ministère de la Santé, puisque la réduction des risques est quand même dans le Code de la santé publique. Voilà, maintenant, moi, j'ai plutôt envie de vous laisser sur cette impression que ça a été dur au départ. Les temps administratifs et politiques étaient longs. Mais bon, nous avons démarré en 2018 le premier chantier. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas, qui va vous parler en fait du déploiement, comment ça s'est fait pour aller chercher le privé, car ce n'est pas notre boulot. Ici, on est plutôt à créer du lien, à être auprès des jeunes. Et là, il fallait changer la casquette et devenir des commerciaux. Donc, c'était très difficile au départ. Aller surtout auprès des entreprises. Pour le public, c'était plus simple. Et là, je m'en étais chargé. Je te laisse la parole, Nicolas. Donc, bonjour et merci à Jean-Hugues, merci à Monique et puis merci aux organisateurs. Donc, ce qui est intéressant dans ta page, c'est que ça vient faire se superposer des sphères qui habituellement ne se croisent jamais, c'est-à-dire la sphère économique et celle du social. Monique l'a dit, l'aspect commercial pour aller démarcher du travail, c'est pas ce que j'ai appris en tant qu'éducateur à l'école, quoi. Donc il a fallu s'y faire, soutenu par Tapage France. Donc Tapage, c'est d'abord un travail en réseau, c'est-à-dire qu'on a le jeune au centre et autour, on a 3 partenaires, on a 3 acteurs majeurs, c'est-à-dire il y a le fournisseur de mission qui va fournir donc le travail aux jeunes. On a la structure d'insertion par l'activité économique qui, avec Tapage Montpellier, est la PIGE. Et on a l'association en addiction, c'est-à-dire, c'est nous, c'est réduire les risques. Et au centre, il y a ce jeune. Donc, nous, le jeune, on va l'accompagner dans le fait d'aller se connecter ou d'aller au moins rencontrer pour la première fois des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des professionnels et des gens du monde du travail. Il faut savoir que ces personnes-là, ces jeunes-là, ils sont pour la plupart dans une mésestime d'eux-mêmes qui peut-être les font penser qu'ils sont inemployables
Donc, quand on leur propose du travail qui se trouve être adapté à leur fonctionnement, ce n'est pas du travail classique, celui qui a pour eux, le travail classique, ce n'est pas accessible. Là, on leur propose du travail adapté. Et donc, ça enlève un petit peu des idées reçues. Donc, voilà, c'est un gros travail de partenariat avec le jeune au centre. Et pour une fois, enfin, ça a existé avant, mais c'est assez rare, le travail social est quand même assez cloisonné. Et là, voilà, le travail social se développe et va voir un peu les autres acteurs. Par exemple, nous, quand on va voir des MLI qu'on n'avait pas l'habitude, là, on va les voir. Et puis surtout, aller voir des employeurs, quand on parlait tout à l'heure d'Auchan ou de la SNCF, habituellement, voilà. Donc, le monde du travail, la réduction des risques se fait connaître et ça, c'est une bonne chose. Donc, se fait connaître, donc, on permet aux personnes, à la société civile, aux personnes d'enlever les a priori sur ces jeunes-là. Quand, par exemple, des gens voient travailler les jeunes dans la rue, que la veille, ils les ont vus en train de faire la manche avec leur chien, avec toutes les a priori que ça peut véhiculer. Là, ils les voient travailler, ils se disent, ben, tiens, voilà, s'y attendaient pas. Et ça fait baisser les idées reçues. Et pour le jeune, ça fait baisser toutes ces idées reçues dans le fait que le travail classique, que le travail, ce n'est pas pour lui. Là, pour une fois, le travail, le système entier s'adapte à son fonctionnement. On a 3 types de jeunes qu'on a rencontrés. On a environ depuis le début du programme, on a une 50aine de jeunes qui sont rentrés sur le programme. On a 3 types de jeunes et c'est très significatif aussi de la diversité des jeunes qui sont sur Tapage. D'abord, on a le jeune qui va venir, qui va évaluer lui-même. Et finalement, quand Jean-Hugues parlait d'empowerment, de réappropriation de ses propres capacités, qui va évaluer lui-même que, en fait, Tapage, ce n'est pas pour lui, que lui, il peut très bien aller vers le droit commun, type MLI ou Pôle emploi. Donc, on le rencontre, on s'entretient et puis on ne le voit plus. Parfois, on apprend qu'en fait, il a démarré une formation ou qu'il a repris du lien avec Pôle emploi. On est bien content pour lui. Ensuite, on a les jeunes, on les rencontre, ils vont accrocher très rapidement et dans la fréquence et dans la durée. Donc, là, on a des jeunes qu'on a depuis des mois et des mois qui viennent toutes les semaines. Et on a les jeunes pour qui, initialement, Tapage a été créé. On a des jeunes qu'on va croiser en maraude, les durs de durs, quoi. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont vraiment un fonctionnement de rue, ceux qui ont une philosophie de la rue, qui vont nous dire « Ok, c'est quand c'est lundi, je viens lundi », et puis qui ne viennent jamais. Et qu'on va voir venir, et quand on va les voir venir au bout de 6 mois, 1 an, de les connaître, de les croiser dans la rue, qu'ils vont nous dire « Ça y est, je suis en foyer ». Ah, donc voilà, il y a cette catégorie de jeunes pour qui ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps pour qu'ils se dirigent vers un dispositif de droit commun. Donc des jeunes très en rupture, très en retrait, très loin de tout ça. Les jeunes sont payés 10 € de l'heure, comme a dit Jean-Hugues, sur 4 heures, ça fait 40 €. Ils sont payés en espèces, ils ont ça dans la poche à la fin de la journée. L'accès pour Tapage, c'est une pièce d'identité ou sa photocopie valide, hein, mais même sa photocopie, ça fonctionne, et un numéro de sécu. Les droits ouverts s'ouvrent dès la première heure avec la pige, avec la SIAE. Donc voilà, on essaie de faciliter au maximum l'accès au travail dans ce marchepied qu'est Tapage. Malgré tout, des jeunes qui sont si loin, ça prend beaucoup de temps, même pour du travail qui nécessite uniquement une pièce d'identité ou même sa photocopie, ou même en mauvais état, c'est pas grave, on la photocopie, on se débrouille, on éclaircit, on met du contraste, enfin voilà, on se débrouille. Mais même, voilà, malgré ça, on a toujours cette catégorie de jeunes pour qui ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'ils fassent confiance, en fait. Tout ça, c'est une question de confiance. Le moteur pour tout, c'est la confiance. On est avec la pige, la SIAE de Montpellier, qui sont très réactifs. Et là encore, on est dans une proximité qu'on n'avait pas l'habitude entre un CARUD et une SIAE. A priori, c'est assez rare. Mais là, non, grâce à Tapage. Ce qu'on a voulu faire, on est environ, je dirais, 2 tiers, 1 tiers entre chantiers issus du public et issus du privé. On a la mairie qui nous fournit 2 chantiers par mois. Donc ça, c'est du sûr.
Ils nous fournissent le travail sur 2 chantiers par mois. Après, nous, si vous assurez une régularité, une fréquence de rencontre avec le jeune, c'est-à-dire, on pense que hebdomadaire, c'est le minimum, on les voit une fois par semaine. Donc, à nous, justement, de trouver du travail pour combler les semaines sans chantier issus du service des espaces verts. Donc, à partir de là, on a réussi à diversifier, même si c'est quand même, ça reste la grande majorité des espaces verts, mais on a quand même petit à petit, voilà, ça avance. On a fait autour de l'expression de soi, dans le graphe, on a fait dans la culture, dans le sport, on est passé à la radio. Les jeunes passaient à la radio témoigner, ils étaient payés aussi. On a fait aussi en lien avec des événements sportifs comme la FIFA en 2019. Donc, ça c'est intéressant aussi parce que cette notion d'appartenance à la société, dans le fait de participer à un événement si populaire qu'une coupe de foot. Pour ces jeunes qui sont en retrait, c'est très intéressant, cette notion d'appartenance, vraiment. Surtout pour des jeunes qui sont un peu en recherche d'identité. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc j'ai parlé des chantiers qui sont majoritairement issus du public. J'ai parlé de leur diversité. J'ai parlé des 3 types de jeunes qu'on peut rencontrer qui viennent sur Tapage. Parler aussi de cette dimension d'auto-évaluation qu'il y a dans Tapage, de réappropriation de ses capacités, qui nous permet ensuite, Maya il viendra après moi, la journée, ce que nous permet la journée de travail passée à côté du jeune. Après, je pense ah oui, on est en lien aussi avec Facero, qui est la fondation Agir contre l'exclusion, qui nous met justement en lien avec toute cette dimension économique dont on a besoin pour faire fonctionner Tapage. Un programme social qui fonctionne, qui a besoin de l'économique. Et l'économique qui a besoin du social quand on parle de RSE. Ça, c'est des termes que j'ai appris, que évidemment, on n'avait pas parlé à l'école, que j'ai appris en travaillant dans Tapage. Voilà, après, donc, on sera ravis d'accueillir vos questions et on verra peut-être des échanges aussi dans vos questionnements, donc n'hésitez pas. Oui, je rappelle que vous pouvez poser vos questions donc, par l'intermédiaire du chat et elles seront traitées après l'intervention donc, de Maya qui boucle la boucle des intervenants. Donc, c'est à moi là. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe sur le terrain, comment ça se passe. En fait, une journée type chantier tapage avec tous ces jeunes. Donc, le vendredi, avec Nicolas, on voit le groupe qui sera effectif sur le mardi. On fait les courses, bien sûr, parce qu'on fait le pique-nique, on déjeune avec eux pour la pause. Et donc, le mardi matin, on les accueille sur la structure. Donc, si ils sont là de bonne heure, là, on a les horaires d'été, donc à partir de 7h30, ils sont présents. On prend le petit déjeuner avec eux, parce que c'est vraiment un moment important pour pas qu'ils partent le ventre vide aussi. On les amène dans le véhicule. Alors, on a un trafic qui est en panne, donc on fait des fois 2 voyages avec des véhicules, avec Monique ou Nico, selon qui est sur la structure. On essaye de gérer au mieux. Et après, on se retrouve sur les chantiers. Donc, si je prends un chantier, par exemple, sur les serres horticoles de Montpellier, donc on arrive, on rencontre les personnes des serres, Denis et Xavier, qu'on connaît depuis un petit moment, avec qui ça se passe très, très bien avec les jeunes. Et quand on travaille avec les gens qui sont intervenants sur les chantiers autres que nous, par exemple, ça permet vraiment qu'il y ait une relation autre entre les jeunes et les personnes qui interviennent. Ça fait tomber aussi les représentations et d'un côté et de l'autre. On fait les 2 heures. Alors, des fois, ça se passe très bien. Des fois, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. La pause, c'est toujours un moment très chouette parce que ça permet d'avoir beaucoup d'échanges et de dialogue. Et
même si c'est court, parce que c'est 3/4 d'heure, en fait, c'est vraiment un moment très important, je pense, pour eux et pour nous aussi. Et après, on reprend l'après-midi. Donc, 2 heures de plus. Alors souvent, parce que je vais le dire aussi, parce qu'on parle beaucoup de drogue, hein, forcément, parce que la plupart des jeunes, quand même, sont beaucoup dans le cannabis, aussi dans l'alcool, hein, parce que souvent, ils arrivent le matin avec la bière. Donc, il faut aussi gérer les états des uns et des autres, hein. Et des fois, ça peut être assez compliqué. On a un peu le rôle du grand frère aussi. C'est assez particulier. Mais ça se passe plutôt pas mal, hein, parce qu'on parle beaucoup. Donc, c'est ce qui permet que je pense qu'ils se sentent bien aussi à travers ce travail. Et je pense que le plus important pour eux dans tout ça, après, il va se passer plein de choses après, hein, sur l'accompagnement ou médical ou par rapport au logement et tout. Mais je pense que ce qui est très important pour eux, en fait, c'est d'avoir ces 40 € en espèces à la fin de la journée. Et quand on les dépose à la pige pour qu'ils puissent récupérer leur salaire, leur fiche de paye et leur contrat, la plupart des jeunes, parce que soit ils rentrent en tram, ou soit je peux aussi les redéposer sur la structure si on a des choses à faire. Et il y en a quelques-uns, forcément, on passe devant la cité, parce que ça fait aussi partie de ce qui se passe sur ta page avec tous ces jeunes. Et en fait, ils demandent à ce qu'on les dépose à la cité pour qu'ils puissent aussi aller faire ce qu'ils ont à faire au niveau de leur consommation. Mais ce qui est vraiment... en fait, il n'y a pas de tabou non plus dans comment les choses se passent sur les chantiers. On peut parler de tout, vraiment. Et ça nous permet aussi d'être très présents au niveau des accompagnements, de tout ce qui peut se passer par la suite. Et il se passe beaucoup de choses. Et je pense que ce qui est très important, en fait, avec eux, c'est de pouvoir maintenir ce lien et cette proximité pour pouvoir justement, pour qu'ils aient confiance et qu'ils sachent aussi que, voilà, quoi qu'il se passe, s'ils se font agresser, s'ils font une garde à vue, parce que la plupart des jeunes, ils ont quand même personne, beaucoup sont en squat et tout, ils savent qu'ils peuvent venir sur la structure et qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra les écouter et en tout cas les accompagner dans leurs demandes qui leur sont propres. Et voilà, enfin, après, il se passe beaucoup de choses dans le chantier. J'ai plein de choses à dire, hein. Je pourrais en dire plein, mais je ne sais plus par où aller. Mais en fait, et on s'adapte aussi en fait à tous ces jeunes parce qu'au départ, on ne prenait pas les chiens et on sait que c'est compliqué pour eux parce que nous, c'est aussi un gros problème par rapport aux chiens parce que beaucoup ont des chiens. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être faire en sorte qu'ils puissent quand même venir avec leurs chiens. Donc, quand on a le trafic, il nous arrive très souvent de prendre des jeunes avec leurs chiens qui restent attachés ou pas, qui restent dans le trafic. Enfin, voilà, on s'adapte aussi à eux et à leur façon de vivre. Et on fait du mieux qu'on peut, en tout cas, pour qu'ils puissent être là et continuer tous ces chantiers, quoi. Et après, comment ça se passe? Ah oui, on monte aussi des groupes parce que selon ce qui s'est passé sur les chantiers, parce qu'il y a tout ce truc qui se passe, parce qu'il arrive aussi que ça clash entre certains et beaucoup. Et du coup, il faut faire retomber les tensions. Enfin voilà, on est aussi là pour ça. Et on discute beaucoup après par rapport à tout ce qui peut se passer. Alors après, avec Nico, on se dit, bon, peut-être que sur ce chantier-là, on va faire lui avec lui et on essaye vraiment de s'adapter par rapport à tout ce qui se passe dans leur vie perso, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que j'ai plein de choses à dire, mais là, comme ça, c'est pas très simple pour moi. Si vous souhaitez, on peut passer. Il y a eu quelques questions, donc je peux peut-être me faire le relais des questions et ça vous orientera pour compléter. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer, mais sinon je... Après, si, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a créé un petit groupe WhatsApp aussi avec les jeunes tapageurs parce qu'ils n'ont pas tous le téléphone. Donc pour qu'ils nous contactent, des fois, c'est pas toujours facile. Et ils nous ont laissé un petit mot là pour nous dire c'est quoi pour vous tapage. Et nous, ils nous ont dit bonne rencontre, plaisir, ambiance, entraide, amour.
Et non, c'était hier. C'est chouette de finir sur ça. Alors, je vous fais part des questions. Donc, elles s'adressent, je vous les adresse à tous les quatre en tant qu'intervenants, et puis vous voyez entre vous qui est la personne la plus à même de répondre. Une première question était comment est-ce qu'un jeune peut entrer dans le tapage? Donc, avec peut-être, il n'y a pas de détails, mais tout ce que ça sous-entend vous avez parlé du repérage du jeune via les maraudes, mais est-ce que ça peut être aussi des partenaires qui peuvent orienter? Est-ce qu'il y a des critères d'inclusion dans le programme? Et après, concrètement, est-ce qu'il y a des rencontres préalables au chantier? Peut-être est-ce qu'il y a des contrats? Enfin voilà, peut-être un peu plus dans le détail, comment est-ce qu'un jeune concrètement intègre tapage? Nicolas, je préfère que ça soit toi qui... Le micro de Nicolas est Bon, alors je vais répondre. Maintenant, il va mettre son micro, Nicolas. Alors, ouais, bon, là, vous l'entendez ou pas? Partenaire. Bon, là, vas-y. Ouais. Non, j'ai juste dit comme il est. Comment est-ce qu'un jeune peut rentrer? Comme il est, surtout, ne change rien. On est dans la réduction des risques et dans la libre adhésion, et c'est comme tu es qu'on va travailler. Et pour répondre plus à votre question, comment il peut rentrer? C'est soit on le rencontre en maraude, donc c'est de l'aller vers, soit c'est les partenaires qui le rencontrent et qui lui parlent de tapage, et puis c'est lui qui vient vers nous, et soit il découvre sur Internet, il se renseigne, hop, il voit tapage, ou alors c'est le bouche à oreille entre eux aussi. Ouais. Beaucoup de bouche à oreille aussi, entre eux. Je voulais dire quand ils n'ont pas de carte d'identité, parce que Nicolas tout à l'heure a dit il suffit d'une carte d'identité et d'un numéro de sécu. Il y a des fois, ils arrivent ici, ils ont envie de travailler, bien sûr. Le pote lui a parlé de tapage, il a eu ses 40 €. Oui, mais moi, je n'ai pas ma carte d'identité. Je n'ai même pas de copie de carte d'identité. Eh bien, on la met en place. De là, on le prévient, ça va être un petit peu plus long pour toi, puisque tu n'en as pas, il en faut une. Et nous, on va la mettre en place. Oui, on va te payer le timbre fiscal. Oui, Maya va t'emmener faire les photos. Voilà. On va monter le petit dossier avec toi et on va attendre le rendez-vous à la mairie. En fin de compte, sur Montpellier, là, en ce moment, en 3 semaines, on peut avoir la carte nationale d'identité. Le problème, il est avec quelqu'un qui n'est pas français. Les étrangers, là, c'est compliqué. Voilà, c'est des questions que j'ai eues tout dernièrement avec les étrangers. Oui, là, on a des soucis. Donc, en ce moment, nous n'avons que des gens qui sont français, qui sont dans tapage. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de contrat. Je me souviens d'une réflexion avec son bout de papier, premier chantier tapage. Il arrive donc à la Pige, qui est notre association d'insertion, qui est donc, elle, l'employeur, qui remet le contrat de travail et la fiche de paye, et après qui nous envoie la facture. Qu'est-ce qu'il en faisait de son bout de papier? Première fois de sa vie qu'il avait un contrat de travail et un bulletin de salaire. Et là, j'ai dû lui dire, tu le gardes toute ta vie. Pour ta retraite, tu en auras besoin. Évidemment, l'éclat de rire, sa retraite, mais jamais il avait pensé à ce genre de choses. Et moi, j'ai envie de parler de la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont fait un déménagement. En plus, il y avait une personne de moins que prévu. Et quand ils sont revenus sur l'association, donc avec leur argent, voilà, ils étaient passés à la Pige, ils sont revenus. Bon, ils avaient envie de me le dire, je le voyais très bien, donc je suis sortie. Et là, aujourd'hui, on n'a pas fait de pause. Alors moi, ils n'ont pas fait de pause? Et là, j'en ai rien. Même physiquement, il a relevé les épaules, voilà, pour me dire, non, un déménagement, tu comprends, il faut le faire d'un seul coup. Puis moi, évidemment, j'ai répondu, oui, c'est sûr, si on s'arrête, peut-être qu'on se fatigue. Puis je lui ai dit, en fin de compte, vous pouvez faire 4 heures de boulot d'affilée, là, messieurs. Oui. Et là, la fierté sur leur... Bon, d'ailleurs, moi, je leur ai dit aussi que j'étais fier d'eux. C'était une première, ils avaient fait tout bien, aucune petite pause pour aller fumer leur cigarette ou alors un peu leur bière. Ils étaient fiers d'eux. Et moi, ça m'a fait très plaisir et je pensais j'avais envie de le dire parce que j'ai vu vraiment le plaisir dans leurs yeux. Voilà. Ouais, ils étaient à ce chantier-là. Ils étaient avec moi, c'est moi qui les accompagnais. Et moi, quand ils sont avec moi, je les interdis de faire une pause. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ces 4 heures-là et ils ont fait le job dans tous les sens du terme parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas non plus, ils n'étaient pas trop chargés en consommation parce que voilà, ils savaient que c'était un déménagement, je les avais briefés avant. Vas-y mollo la veille parce que c'est un déménagement, voilà, il faut quand même, ce serait dommage de se blesser.
Et ils ont fait le taf du début à la fin. Ils ont pris quelques petites pauses, évidemment, voilà, pour fumer une cigarette. Mais en tout cas, le pique-nique, enfin le repas, quoi, il s'est fait après. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'ils faisaient 4 heures, qu'on faisait 4 heures avec des jeunes, 4 heures sans s'arrêter. Donc c'était bien. C'était bien, ouais. On a des jeunes là, moi j'adore ces moments dans les chantiers, parce que comme disait ma collègue Maya, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses qui sont différentes quand on travaille côte à côte que quand on se trouve dans un bureau. Les choses ne sont pas les mêmes. Et cette proximité, souvent on parle comment on dit, la juste distance à l'école d'éduc, on me parle de la juste distance, blablabla. Moi, avec les jeunes, je découvre la juste proximité. Et c'est super. Et donc, voilà, ça libère la parole. Comme le disait Maya tout à l'heure, ça libère la parole parce que les jeunes nous font confiance. Ils se rendent compte qu'on est en plein dans la libre adhésion d'un CARUD et de la réduction des risques avec Tapage, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente particulière, si ce n'est le fait de recueillir leurs propres demandes. On n'est pas il n'y a pas de notion de projet, quoi. Il n'y a pas de rendez-vous à honorer, etc. Donc, voilà, il n'y a pas trop de contraintes et c'est ça qui libère la parole. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais comment les jeunes rentrent comme ils sont et surtout ne change rien. Il faut que tu sois toi-même parce que sinon, ça fausse le truc. Et Tapage permet ça. C'est toute la notion de réduction des risques dans un dispositif. Du coup, peut-être pour revenir sur les critères d'inclusion, donc ça s'adresse à des jeunes qui ont des consommations a priori et qui sont en errance. Plusieurs fois, on a quand même mentionné des jeunes qui sont en foyer, donc ça veut dire que même s'il y a une forme d'hébergement qui est mise en place, est-ce qu'ils sont concernés par le programme? Et des questions aussi autour de est-ce que les travailleurs du sexe peuvent être intégrés dans le programme? Qu'est-ce qu'il en est des jeunes sans papier? Vous avez dit que c'était compliqué pour avoir les papiers, etc. Mais est-ce qu'ils sont quand même accueillis? Enfin, comment ça se passe? Ça fait beaucoup de questions en une, désolé, je les repréciserai. Ça fait beaucoup de questions en une pour synthétiser tout, effectivement, et reprendre, mais on peut reprendre par étapes. Et sur 2 points. Le premier, de manière très pragmatique par rapport à la façon dont vous avez synthétisé la chose. Non, ça ne s'adresse pas à des jeunes toxicomanes ou ça ne s'adresse pas à des personnes sans papier ou autres. Soyons clairs, c'est un outil de réduction des risques. Il n'y a aucun prérequis à l'entrée sur le programme Tapage. Parce que mettre du prérequis, ça veut dire discriminer le public et ça va être très compliqué derrière d'être sur l'accueil inconditionnel. Nous sommes sur des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usage de drogue, c'est le terme d'un CARUD, et c'est un accueil inconditionnel. On ne connaît pas de chemin de traverse sans rencontre avec le produit, sans consommation à un moment ou sans événement qui fait qu'il y a un produit et qui a besoin de verbaliser par rapport à ce produit-là. Donc, on fait le pari initial de dire tu viens comme tu es. J'adore l'entrée très, très McDo de la présentation de Nicolas. Je la reprendrai peut-être avec l'équipe. On signe. Tu viens comme tu es, bien évidemment, mais c'est pas un luxe d'être sur Tapage, hein. On va pas se mentir. C'est pas un luxe d'être sur ce type de chantier. C'est pas un projet de vie en soi d'être là-dessus. Par contre, quand on a un genou à terre ou quand on est épuisé par rapport à une situation de vie, par rapport ce qu'ils font en dehors de Tapage, ce n'est que de l'économie de la débrouille, hein. Ça va être du petit larcin, ça va être de la prostitution, ça va être de la manche. Donc, c'est pas des trajectoires de vie qui sont rêvées pour les gens. Arriver sur Tapage, c'est une possibilité de se poser, de souffler par rapport à une situation de vie qui est extrêmement compliquée. C'est dans ce sens-là qu'il faut lire la situation pour ces jeunes qui sont en très grande précarité. Donc, si on commence à mettre des barrières de définition, oui, institutionnellement, bien évidemment, c'est sur un public 18-25 ans par rapport à l'État. Quand on cadre les choses, qu'on accompagne, bien évidemment, c'est notre cœur de cible, on accompagne par rapport à ça, mais il n'y a pas de prérequis. De toute façon, on sait qu'on va parler de la question des produits, de la question des consommations. On n'est pas sur un entretien préalable en disant quel est ton projet de vie, où tu veux aller, ça entretien face à face. On est sur ce que disait Maya ou Nicolas tout à l'heure, moi je fais les deux, mais sur ce côte à côte, c'est mon idée. Sur cet accompagnement côte à côte, qui nous intéresse tant, c'est de se dire on ne va pas se mettre en face à face, on va travailler ensemble la chose et dans l'éprouver du travail ensemble, on va poser des questions. Et j'ai vu une autre question, et je vais peut-être rebondir là-dessus, sur les chiens. Maya a commencé à très bien en parler, j'ai vu qu'il y avait une question sur les chiens. C'est la même chose, c'est la question du temps long et du temps court dont parlait Monique tout à l'heure. On accueille, ce qu'on veut, c'est faire des reflets positifs, on est sur des postures d'empowerment, on va accompagner les jeunes à se renarcissiser, à être dans de la fierté
de ce qu'il est en train de faire et ça fonctionne très bien. C'est des jeunes, oui, et c'est des chiens qui sont à la rue à longueur de temps, qui sont avec eux, qui connaissent le collectif. Ce pas des chiens qui vont être angoissés parce qu'ils vont être sur un chantier avec les autres. Hein. Ils ne vont pas être comme le petit caniche qui va commencer à aboyer partout parce qu'il est loin de son canapé et de sa maison. Ils savent faire ces chiens-là, donc ils vont être posés, ils vont être tranquilles, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'avec eux, à la fois, soit il y a la solidarité du groupe qui fait que le squat va garder le chien, soit le chien va revenir sur le dispositif et c'est très bien comme ça sur le temps court, mais sur le temps long, ça va nous permettre de verbaliser avec eux que dans une insertion projetée plus longue, il va y avoir un moment ou un autre une difficulté avec ça. Alors, sur le temps court, on trouve des solutions. Sur le temps long, comment on travaille ça ensemble? Et c'est de manière très pragmatique, abaisser tous ces petits murs de verre que l'on a pour ne pas se retrouver tout d'un coup à « Ah ben oui, j'ai ma situation justice, j'ai mon chien, j'ai tout ça, finalement c'est trop compliqué, je reprends mon sac à dos et la société, c'est pas pour moi et je reprends mes chemins de traverse. » C'est ça qu'on veut éviter et ces marchepieds qu'on met en place, c'est pour abaisser tranquillement tous ces murs de verre sur toutes ces questions-là et par ces techniques d'empowerment, amener la personne tranquillement à revenir. Et on est toujours, et je finirai par là, vissé et de manière sacro-sainte sur cette logique de réduction des risques. Et je vous le rappelle constamment parce que peut-être que vous ne l'entendez pas directement par tous les propos. Quand Monique dit, avant tout, un jeune qui arrive, il n'a pas de carte d'identité, viens, on va te payer ta carte d'identité, mais on va la faire ensemble, ce n'est pas dire, ah oui, il faudrait, ce serait bien pour t'inscrire sur le programme. Non, la première posture de Monique, Nicolas et Maya, comme n'importe lequel d'entre nous, c'est une posture de réduction des risques. Tu es à la rue, tu peux te faire un contrôle policier n'importe quand. Ça veut dire que tu vas encore mettre ta situation de manière encore plus compliquée parce que tu vas partir au poste et qu'il va y avoir une situation parce que tu ne peux pas présenter tes papiers. On va réduire les risques par rapport à cette situation-là. Et après, éventuellement, le bénéfice collatéral, c'est qu'en plus de ça, tu vas pouvoir rentrer sur le programme tapage. Mais quelle que soit l'action qu'on met en place, on a toujours ce filtre de réduction des risques dans la démarche qu'on a avec le public. De la même manière que vous accompagnez à l'obtention de la carte d'identité, est-ce que vous accompagnez aussi à toutes les démarches pour l'obtention d'un numéro de sécurité sociale? C'est une question qui est posée. Nico, oui, ça fait partie de tout le travail qu'on peut mettre. En fait, autour du temps de chantier, il y a du travail en amont et après, il y a du lien avec le jeune qui nous permet justement de faire des petites démarches, de réduire les risques d'une façon ou d'une autre. Et tout ça, c'est du travail qu'on fait. Alors là, pour le coup, ça va être en amont d'un chantier si le jeune n'a pas son numéro de sécu. Les droits, j'ai dit tout à l'heure, qu'ils s'ouvraient dès la première heure de travail. Donc, mais il faut quand même un numéro de sécu. La pige, ils sont super réactifs. C'est fluide entre nous et tout ça. Mais voilà, il faut quand même la base parce que sinon, il faut qu'ils le cherchent. Enfin, tout ça, c'est du travail qu'on fait. La carte d'identité, le numéro de sécu, voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait. C'est des petites démarches qu'on fait avec le jeune. Et puis, voilà, à force de faire des petites démarches, peut-être pour compléter peut-être pour compléter le propos de Nicolas, si vous voulez bien, je peux peut-être partager en 30 secondes le bilan d'évaluation externe parce qu'il y a un petit graphique sur qu'ils appellent en universitaire l'analyse trajectorielle qui en fait reprend bien de manière très précise la plus-value avant, pendant, après de ce qu'expliquait Nicolas, qui est vraiment une prise en charge globale dans ce qu'il fait au quotidien avec l'ensemble de son équipe. Si vous m'autorisez, je vais voir si je... Ouais, je vais là. Attendez, je vais en écran. Et ça, c'est une plus-value vraiment intéressante pour nous. Voilà, on pourra vous fournir le lien. Hein, c'est la présentation de... Enfin, c'est la valorisation d'un abstract de l'évaluation transnationale Tapage France, Tapage Québec, là, qui vient d'être sorti par la MINDECA il y a quelques jours de ça. Et bien évidemment, on vous transmettra le lien, c'est très intéressant sur plein de niveaux. Excusez-moi, le scrolling doit vous donner un mal de mer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez une analyse trajectorielle des tapageurs sur les 12 sites, je crois, qui ont été en France, qui ont été analysés à ce moment-là. Et donc, vous avez en code couleur rouge, vert, bleu, le avant, pendant et après la trajectoire de tapage. Et on voit bien qu'au-delà
ce qui est valorisé par le gouvernement, et à très juste titre, sur les sorties productives d'emploi à près de 45%. On a notre approche systémique, donc sur une approche globale, qui est valorisée par cette évaluation externe, et voilà, qui était importante pour nous à avoir. On se satisfait complètement des chiffres qui sont sortis là, mais de cette approche sur la question de l'administratif, du logement, du mode de vie, de la personnalité, du travail, de la consommation, de l'hygiène et de la santé. On a tout un ensemble de curseurs, et on voit bien que sur l'ensemble des curseurs, de manière différenciée, mais ça match. Il y a un avant, pendant, après qui est toujours sur une trajectoire positive sur l'ensemble des sujets, et qui fait qu'il y a une remobilisation globale du public. On n'est pas là pour les inscrire dans un projet de vie, on est là pour leur permettre de reprendre le contrôle, et on voit qu'on a une reprise de contrôle globale qui vous permet après de vous poser et de vous questionner de manière sereine sur c'est quoi mon projet de vie en tant que futur jeune adulte. Parce que de toute façon, j'arrive à mes 25 ans, je suis un futur adulte en construction, et voilà, j'ai, grâce à Maya Nicolas sur Montpellier, pu poser mes bagages pendant quelques temps pour pouvoir baisser un peu toutes ces choses qui me semblaient insurmontables sur tous ces niveaux-là, sur tous ces aspects-là. Et maintenant, je vais pouvoir, voilà, avec eux, me projeter sur le fait qu'ils me permettent de trouver un acteur qui va être, pour le coup, spécialisé dans un sujet qui m'intéresse, pour que je puisse reprendre soit une formation, soit un métier directement, soit un projet de chemin de traverse en alternance mondialiste, et pourquoi pas. Mais ce n'est pas la même chose que d'être dans une errance psychologique vissée au bitume dans le cœur de Montpellier. Voilà, on n'est pas sur des prédéfinitions de projet de vie, on est sur l'idée de mettre à plat l'ensemble de la situation, et c'était important pour nous que les analyses universitaires de l'Université de Franche-Comté en France et l'Université de Sherbrooke au Canada aient permis sur cette cohorte de pouvoir bien identifier cette plus-value avant-après. Ce document sera à votre disposition si vous le souhaitez. Tout à fait. Merci beaucoup. Dans la question qui comportait beaucoup de questions, il y avait la situation d'un jeune étranger qui serait à la rue. Vous avez expliqué que la prise en charge était compliquée, mais donc la personne demande est-ce que ce n'est pas opportun de l'orienter vers ta page, ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité d'accompagnement? Il y a des associations qui sont aussi spécialisées dans les... Ça dépend un peu de sa demande aux jeunes. Bon, ça dépend s'il a un numéro de sécu, s'il peut, au regard du droit du travail en France, travailler, mais ça dépend de sa demande. Mes collègues compléteront ou m'arrêteront, hein, mais je ne crois pas être trop dans... S'il est dans une logique, dans une demande, dans une présentation, dans un fonctionnement de réduction des risques, ou s'il est plus type demandeur d'asile, CIMAD, ou s'il ne consomme pas, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, bon, ça va être un dispositif plus généraliste. S'il ne consomme pas du tout, c'est vrai qu'on va plutôt l'orienter quand même. Et dernièrement, moi, l'appel que j'ai eu et les demandes étaient pour, des migrants sans papier, mineurs, et des jeunes majeurs. D'ailleurs, j'ai renvoyé sur toi, Nicolas, mais là, je lui ai dit que c'est vrai que on n'a pas de solution miracle non plus. On n'a pas de solution miracle. Hein. Même si ce jeune, il voulait travailler sans aucun papier et difficulté avec la préfecture, là, puisqu'on ne peut pas s'y rendre, tout est sur... c'est pas en présentiel, hein, tout se fait sur le net. Et bon, là c'était compliqué. Moi, je ne sais pas quelle autre réponse tu as pu lui donner, Nicolas. Mais... De toute façon, on reste... Tout à l'heure, j'ai dit que le travail social était cloisonné, mais nous, on est quand même en partenariat et en réseau avec notre réseau habituel de la solidarité nationale montpelliéraine au niveau de l'aide pour les adultes. Donc, on va orienter la personne. Évidemment, on lui dit pas un nom sec comme ça, mais on va en profiter pour l'accompagner vers le service d'accueil d'orientation, par exemple, ou peut-être vers le dispositif d'aide sociale à l'enfance s'il est dans cette situation de moins de 21, ou vers la CIMAD, par exemple, s'il est demandeur d'asile. Enfin, voilà, c'est en fonction de sa demande et de notre évaluation qu'on va essayer de le réorienter. Voilà. Il y a des jeunes, par exemple, aussi, qui viennent vers nous, qui nous expliquent leur situation. À un moment donné, je me dis, mais attends, ce jeune, est-ce qu'il a bien saisi ce qu'est tapage? Parce que là, il me parle de travailler, mais en fait, nous, c'est seulement 4 heures par semaine.
Et encore, on aimerait beaucoup, mais ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent venir toutes les semaines. Donc à ce moment-là, moi, je vais l'orienter vers la pige. Bon, on va l'orienter. À chaque fois, on essaie, si on ne peut pas l'accueillir sur Tapage, de l'orienter sur un autre dispositif. Voilà, de passer la main. C'est quand même l'intérêt du travail en réseau et en partenariat. Et là aussi. Et justement, par rapport à la question des deux... Pardon, vous voulez compléter, M. Morales? Oui, enfin, compléter, en tout cas, poursuivre et recontextualiser au niveau national sur les perspectives. Mais en deux points. Premièrement, pour bien identifier, parce que je suis toujours très attentif au public et aux collègues qui peuvent nous écouter. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent tous du monde de la réduction des risques, donc je préfère à chaque fois peut-être être un peu trop insistant. Effectivement, on a ces trois niveaux. On parlait tout à l'heure de la réduction des risques, du bas seuil d'exigence, et puis on a ce qu'explique là Nicolas, qui est glissé dans nos cœurs d'intervention, qui est ce que les Nord-Américains appellent le no-lander, c'est-à-dire le fait d'être sur un accueil inconditionnel. Voilà, vous venez, de toute façon, vous allez être accueillis. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons avoir la réponse, c'est-à-dire qu'on va construire avec vous une possibilité de réponse. Donc, quels que soient les partenaires qui sont en train de nous écouter là, le format est agréable, mais assez particulier pour ne pas être dans des échanges. Mais en tout cas, quel que soit le partenaire, ne vous limitez pas dans la possibilité de revenir, que ce soit sur Tapage de Montpellier ou quel que soit le programme Tapage. Mais si vous avez un doute et que vous vous dites, après tout, c'est peut-être ça. Ça fait partie de nos métiers de savoir accueillir dans un accueil inconditionnel et puis après identifier et relayer derrière. Donc, Nicolas ou les autres équipes le feront. Ou je voyais une question tout à l'heure sur Toulouse. Sur Toulouse, c'est Clément Cisor qui porte l'association Clément Cisor qui porte le programme, qui porte aussi un chez-soi d'abord. Donc, un chez-soi d'abord jeune. Donc, il se trouve par exemple que si la question est identifiée comme étant finalement le levier d'hébergement qui serait le plus urgent pour la personne, voilà, on se retrouve avec une identification avec la personne de quelles sont ses priorités, qu'est-ce qui est important pour lui ici et maintenant, la sacro-sainte question de l'empowerment, et on irait l'orienter, et on se trouve qu'on aurait des manettes pour ça. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. De manière plus générale, pour poursuivre sur la question qui était posée, oui, historiquement, Tapage est sculpté et structuré pour des jeunes en errance dans les cœurs urbains, type punk caché, pour le dire très rapidement et de manière très stigmatisante. Il y a beaucoup plus de formes d'errance que ça, mais c'est comme ça que tout le monde va identifier les choses. Derrière, un certain nombre d'expérimentations faites notamment sur Toulouse et sur Marseille ont conduit le ministère du Travail à nous demander de développer dans minimum 15 quartiers politiques de la ville le programme Tapage, alors avec des spécificités un petit peu différentes. On est sur une autre forme d'errance, une errance plus psychologique, mais dans des enfermements qui sont très forts dans ces formats de ghettoisation dans les quartiers. Et donc, il y a un programme Tapage spécifiquement pour les QPV qui est mis en place dans un certain nombre de villes en France et qui se développe actuellement. Il y a eu une demande d'expérimentation sur 10 zones rurales, donc les ZRR, historiquement les ZRR, de la même façon. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se modéliser et qui se construisent. Actuellement, la réflexion, notamment avec la DIPLP et la CPDR, excusez-moi, serait pour effectivement réfléchir à une évolution sur d'autres types de jeunesse et d'autres types de précarité. On n'a pas de volonté expansionniste outre mesure, on s'en moque comme en 40, on a assez de travail avec nos publics. 2, c'est un outil de RDR. Donc pour nous, un outil de réduction des risques, on va le dire très pragmatiquement et très simplement, on ne voit pas pourquoi on serait sélectif sur une distribution de préservatifs. Voilà. Il y a besoin de préservatifs, mais c'est une préservatif. Je vais vous le dire autrement. On n'intervient pas avec de l'échange de seringues aujourd'hui comme on intervenait dans les années 80 avec le drame des années 60. Donc, un outil de RDR doit évoluer avec son époque, avec les nouveaux publics et les nouvelles problématiques. Donc, ce n'est pas structurellement gênant pour nous, acteurs de la RDR, de se dire que potentiellement cet outil va évoluer et qu'on va le repenser à l'aune des nouveaux publics et jeunes en errance. Un cachet, comme on disait, mais jeunes en errance, c'est les publics début des années 2000. Avant, il y avait les carrières d'héroïnomanes qui venaient travailler avec nos Tsapacaris, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, donc un public pas pousse un autre, mais complète un autre dans sa précarité, et nous, on accompagne par rapport à ça. Donc aujourd'hui, pour finir son propos, la réflexion serait effectivement, d'un point de vue politique, vous pourrez l'entendre assez simplement, mais on est très vigilant par rapport à ça sur les publics MNA, les mineurs non accompagnés. On va proposer très tranquillement voir une expertise, voir s'il y a une modélisation possible par rapport à ces publics. Il y a des grosses consommations, mais il y a aussi des pluralités de mineurs non accompagnés suivant les territoires. Donc, la
question est complexe. Et le deuxième point, c'est une expérimentation qui pourrait se faire sur différents quartiers pénitentiaires sur tapage en prison, puisqu'on a toujours cette question de la sortie sèche de prison pour les publics qui sont dans un huis clos tout d'un coup dans leur parcours en prison et qui sortent du jour au lendemain. Et on aimerait, si vous avez identifié, tapage pour nous, c'est avant tout un fil d'Ariane dans un changement de vie et on aimerait pouvoir avoir une continuité, donc à pouvoir aller au plus proche ou même faire un bout de parcours avec eux de manière expérimentale en prison pour voir ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est les deux pistes au niveau national qui sont en réflexion avec le CPDR et la municipalité pour pouvoir, dans les années à venir, éventuellement voilà, compléter et permettre l'accès à d'autres publics jeunes, parce qu'on est toujours sur la politique jeune avec tapage pour l'instant. Merci beaucoup pour ces compléments. Il y avait justement une question sur la portée géographique de tapage. Est-ce que les personnes qui donc, intègrent tapage peuvent venir d'autres villes que de Montpellier? Et en l'occurrence, la personne qui pose la question se situe à Nîmes. Alors, moi, je vais peut-être répondre oui, tout à fait, hein, parce qu'on a eu des jeunes de quartier de Marseille, d'ailleurs, quand ils se présentent et qui sont seuls, sans appartement ou quoi, oui, on peut les prendre sur les chantiers. Et il y a un tapage à Nîmes qui est en train de se développer, oui. Là. Bah oui, voilà. On a eu les collègues en ligne et bon, il démarre, donc elle a plutôt rencontré les collègues de RDR nîmois parce qu'ils montent, enfin ça y est, c'est démarré Jean-Hugues, Nîmes. Moi, oui, enfin, c'est lancé structurellement maintenant. On est en train de les accompagner sur les recherches de chantier et autres, mais c'est en train de démarrer. Oui. Donc, de manière globale, vous avez un site internet tapage, donc n'hésitez pas à aller dessus. N'hésitez pas à nous appeler et appeler n'importe qui du réseau. Hein, c'est une communauté, tapage. Donc, voilà, comme Monique l'a fait très spontanément, on se renvoie la balle les uns vers les autres. On ne se renvoie pas la patate chaude, mais on se renvoie la balle les uns vers les autres pour optimiser la réponse par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Après, politiquement, c'est dangereux. Il y a toujours cette peur pour les politiques publiques, que ce soit au niveau municipalité ou national, de faire des appels d'air. Donc, on ne va pas répondre que Tapage Montpellier accueille toute la misère du monde. Sinon, Monique va se retrouver en difficulté après avec ses partenaires. Mais bon, ce n'est pas non plus chacun ses pauvres. Et bien évidemment, on cherche les solutions. Mais dans le programme de développement tel qu'il est accompagné par le gouvernement, logiquement, il devrait y en avoir un CEVI dans chaque département. On l'espère en tout cas. Et oui, il y en a un qui commence tout juste à Nîmes, donc qui devrait être opérationnel dans les mois à venir. Mais les tapageurs ont cette possibilité. C'est quelque chose de très positif, les tapage. On habite Marseille, on habite Toulouse. Bon, bah tiens, enfin, ça, on l'a vu. On est à Toulouse, on va avoir des potes sur Marseille, on repasse par Montpellier. Eh ben, on arrive au Carude. Ben, voilà, est-ce que là, cette semaine, je peux faire tapage ou la semaine prochaine besoin de ces 40 € pour aller retrouver ses potes, bah oui, pourquoi pas, c'est leur façon de vivre. Et moi, je trouve ça très bien, quoi. Contre-vivre. Petite anecdote par rapport à ça, on mettra ça dans les liens. Vous avez un reportage magnifique de France 3 par rapport à ça, avec une journaliste qui était qui, dans ce reportage-là, retrace quelques mois de sa vie où elle a fait un reportage à Strasbourg. Elle est partie en vacances après à Venise et elle se retrouve à Bordeaux. Et en fait, elle a rencontré la tapageuse à la fois sur ce tapage Strasbourg, à la fois pendant ses vacances à Venise et maintenant de nouveau sur Bordeaux pendant qu'elle faisait son reportage. Mais oui, effectivement, eux, voilà, il n'y a pas de frontières pour eux. Donc, et on n'est pas sur cette logique d'ancrage par rapport à un territoire. C'est eux qui, tout d'un coup, se reprojettent pour s'ancrer quelque part et que ça fasse sens par rapport à eux dans leur vie. Donc, tant qu'ils sont sur une logique d'itinérance, effectivement, on accueille, nous, entre nous, dans l'ensemble du réseau tapage pour qu'ils puissent continuer. Un petit point que je voulais rajouter, tout à l'heure, on a parlé des chiens. Moi, Maya, comme elle a dit, on fait comme on peut. Bon, et comme disait après Jean-Hugues, et ça se travaille sur le long terme avec le jeune. Et là, il va y avoir à Montpellier, c'est un nouveau projet, on commence à le travailler la semaine prochaine. On l'appelle un chenil social. Voilà, parce qu'un vrai chenil, c'est compliqué. Bon, là, donc, ça ne sera que 10 places, parce que là, 10 places, les lois ne sont pas les mêmes pour un chenil. Et c'est 3 associations qui le portent. Nous, on a bossé avec eux sur l'année 2019 pour ça, mais bon, les choses prennent du temps des fois. Et là, ça y est. Donc, ça va démarrer cette année, un chenil social sur Montpellier, où le jeune pourra laisser son chien 1 heure, 3 heures, une demi-journée, une journée entière, une semaine. Enfin, voilà. A priori, c'est jusqu'à 3 mois. Pour répondre à plusieurs problématiques. Merci pour ces compléments.
Une autre question posée sur est-ce qu'actuellement vous êtes beaucoup sollicité, vous avez beaucoup d'orientation de la part d'associations du champ de l'insertion socio-professionnelle? Et si oui, est-ce que si ça vous arrive de vous retrouver avec plus de demandes que d'offres en termes de chantier? Alors, ça, c'est une question un peu centrale parce que, bon, oui, on a toujours plus de demandes que d'offres, Oui. mais qu'est-ce qu'on fait avec Tapage? Est-ce qu'il s'agit de donner du travail au maximum de jeunes ou est-ce qu'il s'agit d'entretenir un lien qui va nous permettre, c'est-à-dire, en gros, tout à l'heure, je disais, malheureusement, on ne peut pas prendre tous les jeunes à tous les chantiers. Si on a trop de jeunes, on augmente notre fil actif parce qu'on a tout le temps des jeunes qui viennent nous voir. On a souvent des jeunes qui viennent nous voir. À un moment donné, si on prend et on prend et on prend et on prend plein de jeunes, si on n'a pas assez de travail, on va être obligé de voir les jeunes une fois par mois parce qu'on va faire tourner le truc. On va faire tourner l'effectif. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Tapage? Qu'est-ce qu'on fait de ce travail-là? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'en sert? Est-ce qu'on voit les jeunes toujours les mêmes toutes les semaines ou est-ce qu'on donne à tous les jeunes qu'on a du travail toute la semaine, enfin à chaque fois? C'est pour ça qu'on est, à un moment donné, on se pose la question aussi de est-ce qu'on accepte encore des jeunes sur Tapage? Parce que si on a 25 jeunes, ok, mais à un moment donné, c'est le but de les faire travailler ou le but de les connaître? Voilà. Mais oui, j'ai un peu fait une digression là, mais on a plus de demandes que d'offres. D'ailleurs, j'en profite, on ne travaille pas qu'avec Auchan et SNCF, mais on fait les particuliers aussi. Si vous avez votre jardin à faire ou votre salle de bain, c'est un peu spécialisé, mais on fait de la peinture. Donc voilà, moi je saisis toutes les occasions pour trouver du travail. Donc voilà, si vous avez, on fait de l'horticole, tente de gazon, rangement de bois, peinture, rafraîchissement d'une pièce ou d'une chambre. N'hésitez pas à nous contacter pour... Si l'analyse de Nicolas est complètement juste et très intéressante, elle reflète aussi la difficulté structurelle dans laquelle, avec beaucoup de guillemets, dans laquelle est Tapage actuellement. C'est un changement d'échelle incroyable commandé par un gouvernement dans une logique de Startup Nation. Là. Ouais, okay, enfin, on est dans le micro-social, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas du monde de l'IAE, donc on n'a pas non plus les aides de l'IAE. On n'a pas les 20 000 € d'aide au poste par structuration comme vous pouvez avoir avec une ACI ou d'autres choses. On est sur la structuration où ce sont les partenaires publics ou privés qui financent les chantiers et qui peuvent permettre une quote-part pour pouvoir avoir l'accompagnement. Je ne parle pas du travail de coordination, je parle juste de l'accompagnement sur site. Et donc, il est important aujourd'hui, c'est le travail qui est fait notamment avec les CLP et puis les acteurs institutionnels au niveau des directs et des ARS, mais que ces acteurs-là se positionnent. Et que les acteurs de l'ARS reconnaissent que ce n'est pas de l'employabilité et structurent minimalement du cofinancement pour pouvoir aider au portage. À l'inverse, que ce n'est pas seulement de la santé, qu'on est vraiment sur une logique de prise en charge globale et que la directe, enfin il faut dire la directe maintenant, puisse amener aussi une aide à la structuration. On est sur l'innovation, on le sait, tout le monde en convient, les acteurs trouvent ça extrêmement intéressant. Sauf que le système derrière ne leur permet pas, dans les lignes budgétaires, de pouvoir identifier cette innovation comme appartenant complètement à leur service. Donc, je ne sais pas, les acteurs, il n'y a aucune critique des acteurs en soi, on est tous convaincus. Mais après, c'est difficile de faire évoluer le système pour permettre autant aux acteurs du champ de l'insertion par l'activité économique ou de l'employabilité au sens large et les acteurs du soin, qui sont nos financeurs, de pouvoir aider à structurer ce programme. Donc, ça, c'est un travail piloté, accompagné sur l'ensemble des grandes régions par les commissariats de lutte contre la pauvreté, qu'il faut oser mener aujourd'hui et réfléchir sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas du tout une situation montpelliéraine en soi, mais qu'il faut oser mener sur cette séquence-là pour pouvoir aider les dispositifs à vraiment faire racine et s'ancrer sur le territoire avec votre expertise territoriale. Merci. Est-ce que justement, au niveau du montage financier, est-ce que vous avez dit qu'il y a une participation publique et une participation privée? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment ça s'organise, le financement d'un programme Tapage? Alors, je réponds à des appels à projets pour le public, voilà. Et après, nous, on facture au privé. Tapage, c'est 25 € de l'heure pour le privé. Voilà. Bon, il y a des fois, évidemment, selon avec qui on travaille,
quand on travaille avec une association qui va nous le demander, donc c'est du privé, mais bon, il y a des fois on baisse notre tarif, je reconnais. Voilà, il y a des fois on ne prend pas 25, mais on prend 20. Enfin, on prend le minimum en tous les cas pour le jeune. Ça, c'est clair. Donc le minimum, ça sera 20. Bon. Tapage France a notifié 25 € de l'heure. Bon. C'est ce qu'on essaye de faire. Sinon, moi, je réponds à des appels à projets. Voilà. Ah, je vais te contredire, mais avec beaucoup d'amitié. Me dit que Tapage France, et tu étais co-signataire de cette charte au moment où on l'a réfléchissait ensemble. Tapage France a toujours imposé 10 € de l'heure pour le jeune, parce que ça a un sens pour nous dans l'intervention. Après, ce qui arrive, mais ta réponse est très juste, hein, pour autant. Ce qui arrive derrière, c'est qu'on est dans un modèle de droit du travail en France qui, aujourd'hui, nous impose de passer nécessairement par des associations intermédiaires. Ça se passe très bien sur un certain nombre de territoires, mais on est dans une relation de toute façon imposée et obligatoire de par le Code du travail, qui fait que ces acteurs-là nous facturent à peu près 20 € de l'heure. Donc, une heure de tapage, c'est 20 €. Il n'y a rien à ce moment-là qui est gagné. Donc, comme on dit, on facture 20 €, il n'y a pas un centime pour payer Nicolas, pour payer Maya ou pour payer la structure. Il n'y a pas un centime pour tapage à ce moment-là. Et quand tout ce qui passe de 20 à 25, vous faites 5 € de l'heure fois 7 jeunes fois 4 heures, vous avez le coût horaire d'un accompagnement sur site. Hein, on ne fait pas de sous en faisant des tapages. Et heureusement que nos structures ont d'autres sources de financement par rapport à ça. De manière plus globale et stratégique maintenant, c'est ce fait-là qui nous a amené, et Nicolas le soulignait, merci à toi Nicolas tout à l'heure, à négocier avec Olivier Noblecourt à la stratégie pauvreté, de pouvoir avoir des acteurs au sein de Tapage France, et ça fait partie des deux services qui sont structurés, un service pour accompagner au développement des parents, c'est la commande qui est faite par le gouvernement et c'est acté, et un service de relations entreprises. Notre pari, et ça c'est unique en France, et ils sont en train de faire une évaluation et nous observer par rapport à ça pour voir ce qui pourrait être fait ailleurs dans le social et par rapport à ça. Notre pari initial, c'est de dire, plutôt que de demander à des éducateurs seuls d'aller monter en compétences pour aller chercher des entreprises, c'est ce qui a fait transpirer Monique, Nicolas, et puis aussi pendant des années à l'époque sur nos territoires. On va demander à des acteurs experts des VRP, on va faire rapidement, des acteurs experts du monde de l'entreprise, de venir au niveau de Tapage France et d'aider sur les territoires à impulser une dynamique partenariale. Ça a commencé... les financements sont tombés le 24 décembre 2019 de la stratégie pauvreté. Donc, c'était un joli cadeau de Noël, mais pour dire, on a commencé à embaucher début 2020 ces acteurs-là. En mars, je ne sais pas si vous vous souvenez tout ce qui s'est passé. Donc, l'année est assez rock'n'roll pour tout le monde actuellement. On a une année assez atypique et puis ça a l'air d'aller mieux et tant mieux pour nous. Et c'est ce qui a commencé, Nicolas le soulignait tout à l'heure. Effectivement, l'idée pour nous, c'est de pouvoir peser sur les territoires avec des acteurs dans ces métiers, d'aller chercher ces liens entreprises et pouvoir espérer avoir des chantiers, des plateaux de travail par rapport à ça, ce qui pourra financer structurellement les plateaux de travail de manière de plus en plus importante, donc les possibilités de prendre en charge un maximum de jeunes tapageurs, comme le disait tout à l'heure Nicolas, mais ce qui ne financera jamais la coordination et l'accompagnement global. Donc il y a toujours une responsabilité des institutions pour pouvoir accompagner, hein, et ça doit se penser en complémentarité. Voilà. Merci pour ces précisions. Il reste deux petites questions et on va pouvoir clore la matinale. Une question est, est-ce que les jeunes accompagnés au suivi dans leur... Enfin, en gros, jusqu'où peut porter l'accompagnement dans le cadre du programme Tapage ensuite, quand ils s'orientent vers un circuit plus traditionnel, entre guillemets, est-ce que l'accompagnement se poursuit voilà. Il n'y a pas de limite en réduction des risques, madame. La limite est la limite du professionnel, jamais la limite de l'usager. Donc voilà, c'est des pratiques. Par rapport à ces pratiques-là, on s'adapte en amenant des outils de réduction des risques, mais il n'y a pas de limite posée par le professionnel à la réduction des risques. Si vous ne faites plus de la réduction des risques, vous êtes dans une réponse structurante. Monique, je te laisse compléter un petit peu par rapport à ça. Moi, je ne complète pas là, mais hein, souvent, quand l'accompagnement s'arrête, c'est que le jeune n'en a plus besoin et qu'il le dit à tout le monde. Et bon, d'ailleurs, on en a eu plusieurs. Il y en a qui, après avoir fait seulement 3 chantiers, comme l'a dit Nico tout à l'heure, ont vu que c'était pas. Il y en a qui sont retournés chez les parents et qui ont repris des études. Et ça, c'est bien. Il y en a qui n'ont pas fait de phase 2, qui sont directement passés à la phase 3 après avoir fait à peu près pendant 6 mois des phases 1. Et là, d'un seul coup, ils sont. Et puis, donc,
C'est vrai qu'on travaille avec l'APICH, qui est l'association Insertion, et sont allés directement vers les chantiers d'insertion. Et ça, c'est bien. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être eu, je crois que 2 phases 2, mais on a plusieurs jeunes qui sont partis directement dans la phase 3. Bon, il y en a même qui sont devenus parents, là, leur appart et tout. Enfin bon, voilà. Il y a des situations très différentes, comme les individus sont très différents. Mais c'est eux qui décident de l'arrêt de l'accompagnement. Merci. Du coup, j'imagine que la réponse sera un peu pareille pour la dernière question. Je vous la pose telle quelle. Si un couple se présente, est-ce que vous travaillez avec le couple, les propositions de chantier, d'hébergement, etc., ou est-ce que c'est en individuel? Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, on travaille avec le couple. Après, ça va dépendre des enjeux entre le couple. Mais en principe, nous avons travaillé avec des couples. Il y a eu un bébé aussi dans la période tapage. Il y a des couples qui se font aussi sur les chantiers et il y a des couples qui se défont avec tout ce que ça peut entraîner. Mais oui, on travaille avec les couples. C'est la vie. Alors, travailler avec un couple, c'est aussi travailler avec 2 personnes. Hein. Voilà. C'est-à-dire que oui, on accepte un couple, mais dans un couple, ce sont 2 individus à part entière. Tout à fait. Voilà. Et après, au niveau de l'accompagnement, il n'y a pas de limites. Les limites, c'est les jeunes qui vont les poser, quoi. Comme disait très bien Monique, quand ils n'ont plus besoin de nous, c'est bien aussi qu'ils aient plus besoin de nous et qu'ils puissent aller ailleurs, quoi. C'est tout l'intérêt. Merci beaucoup. Je pense avoir fait le tour des questions. J'espère en tout cas n'avoir oublié aucune question. Si jamais j'ai oublié des questions ou si vous avez des questions supplémentaires, il est toujours possible de les adresser à moi-même ou à Marie Donus, la coordinatrice du DRAPS, pour qu'on s'en fasse le relais donc, auprès des intervenants du programme Tapage. Je vous laisse peut-être un mot de conclusion, si vous le souhaitez, à vous 4 intervenants. Et s'il n'y en a pas... je vais laisser mes collègues montpelliérains clore et conclure avec plaisir, juste pour vous remercier tous pour cet accueil et puis pour la qualité des questions posées qui nous ont poussé un peu plus dans la spécificité de ce qu'était le programme. C'était extrêmement agréable, merci. Et puis ravi d'entendre qu'on a des bébés tapageurs sur Montpellier. On va pouvoir sortir des petits logos de lutin, bébés lutin tapageurs. Moi, je remercie le comité d'avoir choisi justement le thème de tapage pour cette matinale scientifique. Et puis, toujours heureuse de travailler avec Tapage. Ce côte à côte, il est formidable, quoi. Moi, je voulais rappeler que si vous avez un appartement à rafraîchir, on est là aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous les 4. Du coup, il y a eu pas mal de remerciements aussi dans le chat. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le parcourir. Voilà, les participants vous remercient. Et moi aussi, au nom du DRAPS, pour la qualité de votre intervention et pour toutes les informations partagées. Je rappelle aux participants que donc, vous recevrez très prochainement par mail les supports, tous les documents qui ont été évoqués, les liens vers le site, etc. Les coordonnées du CARUD et un petit questionnaire aussi d'évaluation sur cette matinale. Les questionnaires, évidemment, nous permettant de nous remettre en question sur les modalités de ces matinales. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Merci à tous pour votre participation. Merci encore une fois chaleureusement aux 4 intervenants. À très bientôt et bonne journée et bonne fin de semaine à tous.